Donc voilà, donc c'est effectivement un ensemble assez complexe, mais en même temps qui a vraiment sa fonction. C'est pour ça que je revenais au fait que la fin des cérémonies de circoncision marque une certaine fin donc, de la différenciation physique du garçon pour qu'il ait sa propre fonction reproductrice au sein de son couple ou de ses différents couples, puisque c'était des sociétés polygames. Et là, c'est une fonction qui est d'un degré supérieur et qui est liée effectivement à la transcendance, au fait de pouvoir avoir un rôle dans l'incitation des esprits enfants à aller s'incarner dans le ventre des femmes. Donc ça, c'est ce qui est intéressant et ce que j'en ai retenu, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, on voit bien que les hommes et les femmes ont leur propre rite, c'est reconnu. Quand les hommes assistaient par mégarde à des rites féminins, il y a beaucoup de rites aussi de magie amoureuse que les hommes ne voient absolument jamais, ça par contre c'est sûr. Mais en tout cas, c'est très mal vu pour les hommes de pouvoir assister des choses auxquelles ils ne doivent pas assister. Et autrefois, quand les femmes assistaient, par exemple, à tout ce qui concerne les Churinga, on pouvait les tuer. Et moi, sur mon terrain, il y avait effectivement une occurrence, en l'occurrence d'un père Aranda, qui avait élevé la fille, comme sa fille, la fille qui avait eu l'une de ses femmes avec un blanc. On appelait ça les Tucker Baby, c'est-à-dire que pour pouvoir manger, certaines femmes pouvaient avoir des relations sexuelles avec des hommes, peut-être aussi sous d'autres circonstances. Mais en tout cas, voilà, donc il l'avait élevée et la mère a été brûlée vive parce qu'elle avait vu des choses. Et là, le père a quand même sauvé la fille qui était pourtant avec sa mère dans la hutte. Donc voilà, donc c'est très très important de maintenir la séparation. Et on voit bien que là, on souligne le lien privilégié des hommes avec le transcendant, avec un transcendant qui est lié à la fertilité. Et donc là, tout ça, évidemment, je vais le résumer très rapidement, c'est que ça m'a incité à proposer un modèle transculturel pour penser la différence des sexes. Alors je vais maintenir, je ne parle pas de différence des genres, enfin inclus le genre, mais quand même je reprends la différence des sexes en posant qu'il y a 3 niveaux pour penser la différence des sexes. Je ne prétends pas que c'est un modèle immuable et qui a pas ses défauts, etc. En tout cas, pour moi, ça m'aide à pouvoir penser d'un point de vue comparatif qu'est-ce qui s'est passé en Occident pour qu'effectivement il y ait une tendance à la symétrisation des sexes, alors que dans un système comme le système aborigène australien, qui ressemble sur ce plan-là à d'autres systèmes qu'on connaît bien en anthropologie, le fait au contraire de reconduire la différence des sexes comme quelque chose de fondamental et qui donne ces rôles distincts à l'un et l'autre sexe et qui est nécessaire pour qu'ils puissent se conjoindre et participer eux-mêmes à la reproduction non seulement physique, mais à la reproduction d'une représentation du monde, de modes de faire qui spécifient une culture particulière. Donc j'ai proposé de dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la différence anatomique des sexes. Là, en dehors des cas rarissimes d'hermaphroditisme, qu'on appelait hermaphroditisme, on parle maintenant d'intersexe, il y en a un, il n'y a pas à proprement parler d'asymétrie. L'un et l'autre sexe ne pouvant avoir les 2 sexes, il est sans le sexe de l'autre. Et du coup, on est plutôt dans une relation équistatutaire. C'est-à-dire, c'est vraiment pas... voilà. Alors évidemment, M. Freud a dit que le pénis était supérieur, mais ça, c'est déjà à un autre niveau. Là, on est déjà au niveau, justement, de la construction
des rôles sociaux, et c'est autre chose. Mais au niveau purement anatomique, l'un est ce que l'autre n'est pas. Mais par contre, effectivement, on va être désigné en général comme garçon ou fille dès sa naissance. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle la différence des fonctions reproductrices. Et à ce niveau-là, il existe une triple asymétrie, pas une seule asymétrie, mais une triple asymétrie entre hommes et femmes, et une asymétrie qui est en faveur des femmes. Puisqu'effectivement, du côté des femmes, il va y avoir d'une part une continuité entre l'organe dont elle est pourvue à la naissance et la fonction reproductrice féminine qu'elle va éventuellement avoir en ayant des enfants à partir de son corps. Donc il y a une continuité organe-fonction qui est inexistante du côté des hommes. Pour que les hommes puissent avoir des enfants, ils doivent en passer par le corps d'un autre sexuel, et donc il y a une disjonction, il y a un hiatus entre l'organe qu'ils ont pour devenir procréateurs et le corps dans lequel va se passer cette fonction reproductrice. Troisième, il y en a d'autres, il y a la visibilité, éventuellement la perte des règles, mais c'est pas régulier dans des sociétés, c'est pas si évident. Mais par contre, le fait d'avoir un corps enceint, c'est très clairement beaucoup plus visible. Voilà. Mais la troisième asymétrie qui est plus fondamentale, c'est que quand des femmes ont des filles, même si elles les ont grâce à des hommes, elles donnent à voir le fait qu'elles transmettent elles-mêmes leur fonction procréatrice féminine de génération en génération. Les hommes, pour pouvoir faire de leurs fils des hommes qui font des enfants, doivent en passer par le corps de leurs femmes, des femmes à qui ils ont fait des enfants. Et du coup, on a là aussi un double rupture dans la trajectoire masculine. Et de mon point de vue, ça a à voir avec les distinctions entre rites d'initiation féminine qui sont beaucoup plus continus. On souligne plutôt un parcours linéaire que du côté des garçons où on insère des étapes qui soulignent au contraire la disjonction, puisque l'homme doit passer par un corps féminin pour être accouché et pour faire accoucher de ses enfants. Donc le troisième niveau de la différence, c'est évidemment la différence que ce qu'on appelle maintenant de genre, c'est la différence des rôles socio-culturels. Et ça, on sait que c'est à ce niveau-là qu'il y a une variabilité très grande, mais il est quand même clair qu'effectivement, les femmes ont un rôle généralement plus important dans l'élevage des enfants, qu'il y a des fonctions qu'elles ne peuvent pas assumer, que clairement, avant la puberté, avant d'avoir ses règles, ou après la ménopause, les femmes peuvent avoir des droits tout à fait équivalents, sinon supérieurs à ceux des hommes. Des vieilles femmes ménopausées peuvent avoir des rôles absolument cruciaux dans des rituels, y compris masculins, ou dans des rituels de guérison. Donc on sent qu'effectivement, la problématique, c'est les femmes menstruées. C'était précisément les femmes qui peuvent avoir des enfants sont soumises à des prohibitions par rapport à ceux des hommes. Et notamment, ce qui est très important, c'est le fait, comme je le disais en me référant aux aborigènes australiens, mais je pense que c'est beaucoup plus général et ça concerne aussi bien nos sociétés, cette idée que les hommes ont un lien privilégié avec le transcendant. Je dis transcendant parce que ce n'est pas nécessairement des dieux, ça peut être justement le fait, la problématique du rêve chez les aborigènes et donc les esprits enfants, etc. Donc ces forces invisibles qui permettent, entre autres, la reproduction, mais la reproduction comme quelque chose qui dénote une perpétuation et une reproduction à la fois des formes, mais aussi de la vie sociale, puisqu'effectivement, on dit que l'initiation, c'est aussi une façon de transmettre des savoir-être et des savoir-faire. Et donc là, c'est soit l'ensemble des hommes qui sont considérés comme ayant un lien privilégié avec le transcendant, soit quelques-uns comme dans le christianisme ou dans l'islam. Donc voilà, donc il y a certains hommes qui ont des relations privilégiées avec le transcendant, mais ils représentent l'ensemble de la collectivité masculine. Donc ce que j'ai
proposer de voir, c'est que dans des sociétés du type de celles des aborigènes australiens, on va reconnaître cette asymétrie homme-femme en faveur des femmes au niveau des fonctions reproductrices, et on va s'évertuer à l'inverser pour aboutir au rôle socio-culturel. C'est-à-dire que certes, les femmes mettent au monde des garçons et des filles, mais ce sont les hommes qui incitent les esprits enfants à s'incarner dans les ventres des femmes. Comme ça, on a une supériorité, on le retrouve dans un mythe qui s'appelle le mythe des Inapatois, où effectivement, tout a toujours été là, le cosmos était là, la terre, le ciel était là, sauf que la terre était plate et contenait à l'intérieur de ses entrailles froides, parce qu'il n'y avait pas encore le soleil était à l'intérieur et pas de lumière, et qu'un jour des êtres incréés rêvaient déjà leur devenir à l'intérieur de cette terre qui n'était ni morte ni vivante, et ils ont décidé de passer donc de l'intérieur de la terre à l'extérieur, et ils ont entraîné avec eux et le ciel, et la Voie lactée, et les rivières, et l'eau s'est mise, et il y avait des lacs salés sur lesquels existaient des entités indifférenciées, comme vous appelez des inapatois, qui étaient à la fois humains, animal ou végétal, et même quasiment presque minéraux, parce qu'ils étaient vraiment accolés, ils n'étaient pas... Là encore, c'était ils étaient ni voués à la mort, ni voués à la vie, puisqu'ils étaient immobiles, ne pouvaient pas avoir une autonomie par rapport à la terre maternelle. Alors bon, des lacs salés, tout ça, ça représente quand même un ventre enceint assez clairement. Et donc là, heureusement, des êtres Numbakula, donc ces grands êtres du rêve, qui étaient au ciel et qui les regardaient d'en bas, sont venus avec des couteaux de pierre, les ont séparés les uns des autres, leur ont séparé, leur ont ouvert les narines, la bouche, les oreilles, ont séparé les doigts qui étaient un peu palmés, les doigts de pied et les doigts des mains, et leur ont conféré donc une possibilité de se mouvoir. Et donc, à partir de ce moment-là, l'entité non humaine avec qui était accolé l'inapatois est devenu son totem, et il avait une responsabilité vis-à-vis de la reproduction de son totem, de même que... Voilà. Et donc on a séparé, en dernier, évidemment, les hommes, les femmes, et donc tout le cycle initiatique va consister à faire en sorte de pouvoir les réaccoler l'un à l'autre pour qu'ils participent de ce mouvement de perpétuation, tout en participant, encore une fois, à une créativité, puisque le rêve permet de retrouver des choses qui ont toujours été là, mais qu'on avait oubliées, et qui, du coup, permettent de créer des choses, et c'est très utile aussi dans le fait de transformer en totem des objets, éventuellement, qui ont été apportés par la colonisation. Donc voilà, donc ça, c'est un des exemples. Ce que je voulais souligner, c'est le fait qu'au niveau du rôle socio-culturel, les femmes qui sont systématiquement écartées des fonctions sociales prestigieuses qui sont accordées aux hommes sont des femmes qui sont menstruées, donc qui ont potentiellement des enfants. Or, dans notre culture, on remarquera qu'effectivement, la symétrisation des rôles socio-culturels s'est accompagnée du fait que avoir des enfants, ce n'est pas la chose qui vous apportera un statut social le plus élevé. Quoi qu'en disent les gens de la haute bourgeoisie, qui sont ceux, en tout cas à Paris, qui ont le plus d'enfants parce qu'ils ont les moyens d'en avoir, c'est plus seulement les pauvres, c'est surtout les très riches qui peuvent avoir 8 à 10 enfants. C'est pas évident. Que les statistiques, quand on regarde le CNRS, il y a eu des études qui ont été faites, les hommes qui ont des femmes qui ne sont pas forcément chercheurs peuvent avoir jusqu'à 10 enfants, enfin dans l'une des recherches qui avait été faites, tandis que les femmes, nous sommes nombreuses au CNRS à ne pas avoir d'enfants ou en avoir très peu,
Et quand on en a, c'est quand même un souci par rapport à la carrière, même si les femmes restent très brillantes, hein, puisque nous sommes maintenant majeures partout, quasiment, y compris à Polytechnique ou dans les différentes hautes sphères. Mais en attendant, ça se fait au prix, effectivement, de contraindre sa fonction reproductrice. Donc il y a bien un lien entre la fonction reproductrice et les différences, non seulement de rôle socio-culturel, mais aussi le prestige qui s'y attache. Et donc là, j'ai trouvé qu'à partir de ce modèle, c'était intéressant de voir ce qui se passait chez nous. C'est-à-dire que justement, ce qu'on note chez les aborigènes, c'est qu'on est garçon ou fille, et je pense que ça pourra parler sûrement à quelqu'un qui travaille avec les Amérindiens. Ce qui va se passer à la puberté, c'est une chose qui est peu dite, mais nous naissons tous stériles. Nous sommes des individus qui naissons stériles. Et que ce qui se passe à la puberté, c'est pas, comme le disent les psys occidentaux, l'accession à la génitalité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir baiser comme des phoques, c'est formidable. C'est surtout que vous devenez fertile. Il y a des cas où non, mais en tout cas, l'idée c'est que la transformation, c'est le fait d'accéder à une fertilité qui change aussi la possibilité, c'est-à-dire que vous allez avoir aussi une responsabilité vis-à-vis d'un être qui n'est pas le vôtre. Et que là, doit s'interposer effectivement la société de façon particulière. Donc il y a de mon point de vue, je suggère qu'il y a au moment de la puberté une redéfinition de ce que signifie l'identité féminine et masculine, qui éventuellement s'accompagne, cette redéfinition, d'un certain nombre d'opérations qui ne sont pas obligatoires. Il y a des sociétés dans lesquelles évidemment ça n'existe pas, et il y a bien quand même une redéfinition de l'identité masculine et féminine. Ce qui se passe chez nous, je trouve, hein, c'est une suggestion, hein, c'est le modèle que j'ai pris, ce qui m'a beaucoup frappée, parce que justement je faisais mes études de médecine et que cette histoire de reproduction a été prise en charge obligatoirement par l'institution médicale, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais ça m'étonnerait que ce soit très différent de chez nous, c'est que vous avez une obligation d'être prise en charge par l'institution médicale dès que vous êtes enceinte. C'est-à-dire qu'on doit faire une déclaration obligatoire, on ne peut pas... voilà, vous êtes soumis à la loi, et c'est très mal de ne pas déclarer sa grossesse, ce qui peut arriver, hein, parce qu'on va vous soupçonner de pratiquer des infanticides, enfin bref, c'est vraiment... l'enfant est le vôtre, mais vous n'en êtes pas totalement propriétaire, puisqu'il faut qu'il soit inscrit dans des registres qui permettent de lui donner, de lui conférer une identité socio-culturelle, certes rattachée à la vôtre, éventuellement, s'il n'y a pas d'accouchement sous X ou des choses comme ça, mais si vous voulez, il y a cette idée. Donc là, j'ai suggéré que justement, la médecine, sans qu'on s'en rende compte, a eu pour rôle, et c'est comme ça que j'ai été formée à la médecine, tant, il n'y a pas que Freud a été le premier à parler d'une même identité bisexuelle embryologique qui perdurerait au-delà, mais pour les biologistes, effectivement, sans s'en rendre compte, en insistant sur le fait qu'il y a un pénis ou un vagin, qu'il y a des ovaires ou des testicules, qu'il y a un X et un Y, qu'il y a des spermatozoïdes et des ovules, qu'il y a des hormones féminines, oestrogène, progestérone, et des hormones masculines, testostérone, bien qu'on sache que nous avons tous le tout, hein, vous en avez aussi. Mais ce qui fait la différence, c'est vraiment la progestérone, en l'occurrence, pour l'implantation du fœtus. Mais effectivement, donc on a une tendance à, déjà, la biologie, sans qu'on s'en rende compte, nous incite à penser la reproduction, enfin pas la reproduction, mais les différences des sexes, comme des choses qui sont différentes, mais équistatutaires. Là, n'a pas comme ce que j'ai dit par rapport à la différence anatomique des sexes. Le problème, c'est la reproduction, parce que quand même l'utérus, même si évidemment il se développe dans une partie que vous avez aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça, justement, c'est pris en charge en médecine par la gynéco-obstétrique. Et du coup, on va pouvoir la mettre à part. Donc, à part au sens, donc vous avez une instance religieuse, puisque Durkheim définit l'une des choses fondamentales, c'est la séparation entre des choses qui sont
séculières et des choses qui ne le sont pas. On va définir les espaces où on peut accoucher. On doit avoir des individus, ça peut être des sages-femmes, certes, mais elles sont initiées. Elles ont le statut, d'ailleurs, c'est les seules qui ont le pouvoir de prescription. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est en Amérique du Nord, parce qu'il y a peut-être des infirmières chez vous qui ont des possibilités de prescription, mais en tout cas en France, les médecins et les sages-femmes sont les seuls à pouvoir avoir prescription. En plus, évidemment, des dentistes, mais sinon, c'est une profession médicale, une profession de sage-femme. Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à part, alors je ne vais pas le montrer, mais vous aurez pu utiliser le tableau, on va passer directement de l'identité sexuelle de naissance à l'identité socio-culturelle qu'on aura à jouer, puisqu'on a mis à part la reproduction. Et donc, effectivement, ça, c'est intéressant. Et c'est là où en travaillant donc, sur la saga Alien, donc Emmanuel, ici présent, sait de quoi je parle, je ne sais pas si c'est le cas de Frédéric, mais donc la saga Alien est constituée d'au moins 4 épisodes, c'est les 4 premiers épisodes qui m'intéressent, parce que ça concerne ça, même si on pourrait continuer l'analyse avec les autres épisodes qui ont été faits plus tard, va montrer, il y a 2 choses qui vont être intéressantes, 2 œuvres de science-fiction qui vont être très importantes pour moi. Ça va être Alien, effectivement, qui va être une révélation pour moi, parce que quand on voit Alien n'est rien d'autre qu'une espèce de dinosaure, hein, ça a la silhouette en fait d'un dinosaure, enfin, c'est pas du tout charnel, c'est quelque chose qui ne fait que se reproduire, donc on pourrait penser, puisque c'est l'incarnation, mais pas du tout, c'est au contraire une grande colonne vertébrale, donc là on a les... Donc ça c'est le facehugger. Vous allez t'attacher. Ah, c'est une vie si elle veut, mais oui. C'est pas celui-là. Alors, voilà. Mais donne-moi l'autre en même temps, du coup. Oui. Mais fais attention parce que le haut, il n'est pas attaché. Voilà. C'est pas grave, ça se casse pas. Nous, les femmes, on est très solides. On a des parties qui se détachent. Voilà, oui. Même, tu peux me le mettre à mes pieds. Et donc, évidemment, là, c'est exagéré. Hein, c'est quelque chose que j'ai acheté donc, dans les rues de New York. C'est à partir de restes de motos, mais je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, on voit du fer, mais ce qu'on voit dans Alien, c'est cette silhouette qui ressemble à un dinosaure. C'est comme on en voit dans les musées d'histoire naturelle, donc quelque chose qui est d'un passé dans l'échelle de l'évolution qui aurait dû être dépassé. Et donc, dans Alien, c'est comme si la reproduction qui a été rejetée, d'une certaine façon, comme dans Le meilleur des mondes, hein, dans Le meilleur des mondes d'Huxley, si vous vous souvenez, donc la reproduction ne se fait plus qu'en laboratoire, hein, et on extrait, dès que les jeunes gens sont pubères, les ovules et les spermatozoïdes, et puis on fabrique, alors en français on traduit par, on fabrique les enfants en flacons, en fait on pratique l'exogenèse, enfin, c'est vraiment, effectivement il y a des utérus artificiels, ils sont tous élevés dans des services de l'État, où on leur apprend des choses par hypnagogie, c'est-à-dire pendant leur sommeil, etc. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, dans Le meilleur des mondes, ce dont on ne se rend pas compte, on se souvient que les enfants sont reproduits par reproduction artificielle, mais par contre, on ne se souvient pas que ce qui est à la clé, c'est le fait que le sexe est favorisé, c'est-à-dire qu'il faut baiser sans arrêt. Et depuis l'école maternelle, c'est-à-dire qu'il y a la description d'un petit garçon qui est à l'école maternelle, et il refuse, il pleure quand une petite fille essaie d'avoir des relations physiques avec lui, et du coup on l'emmène chez le psy, parce que c'est pas normal. Et donc tout ça fait référence à la fois à Ford, donc le fait de, le côté
de la reproduction en usine, quoi. Et en même temps, des problématiques de classe, puisque certains, vous savez, les gammas sont des pauvres gens qui sont issus d'un même ovocyte qui a été séparé en plusieurs, tandis que les gens les plus élevés sont des bêtas ou des gammas qui sont issus, enfin le gamma, pas le gamma, le alpha, il est issu d'une seule cellule sexuelle et du coup il est supérieur. Donc je vais reprendre ça tout à l'heure.